Bonjour jeunes gens. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de l'absolutisme en France sous le règne de Louis XIV. Je vous rappelle rapidement que la monarchie absolue, c'est un système politique dans lequel les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme qui en exerce les attributs. Les attributs, pas les prérogatives. Pardonnez-moi pour la faute de la dernière fois. Mais ce qui était possible sous le règne et l'autorité de Louis XIV ne l'est plus forcément après la mort de celui-ci. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, les limites de l'absolutisme au XVIIIe siècle. Pour ne pas nous perdre, on va revoir trois définitions. Le droit de remontrance d'abord. Le droit de remontrance, c'est la possibilité de porter objection ou de s'opposer, si vous préférez, à des lois adoptées par le roi. Que ce soit parce que ces lois porteraient atteinte à l'intérêt général de l'État ou parce qu'elles seraient contraires aux lois fondamentales du royaume. Les libelles, ce sont l'équivalent des pamphlets. Ce sont des écrits satiriques, très souvent diffamatoires. Diffamatoires dans le sens où c'est destiné à porter atteinte et à dégrader l'image de quelqu'un. Et la corvée, qu'on va évoquer assez rapidement. La corvée, c'est une journée de travail due à un seigneur. Dans le domaine royal, c'est directement au roi que les corvées sont dues. Alors on va voir les limites de l'absolutisme en trois grands points. Les limites institutionnelles, d'abord, puis l'influence des philosophes des Lumières, et enfin les tensions entre le roi et son peuple. Alors commençons par les limites institutionnelles. Et d'abord, les lois fondamentales du royaume. Parmi ces lois fondamentales, deux sont restées incontournables depuis des siècles. La loi salique d'abord. On l'a dit salique parce que on prétendait à cette époque qu'elle était écrite de l'époque des Francaliens, des Mérovingiens. Juste une petite parenthèse. Cette loi stipule que la couronne ne peut être portée par une femme. Le pouvoir royal ne sera pas exercé par une femme. Deuxième élément, le domaine royal est inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni vendu ni cédé. Un petit exemple, dans son testament, Louis XIV avait dit que, au cas où les successeurs directs venaient à tous disparaître, Louis XIV lèguerait le royaume à un de ses fils illégitimes. Bien entendu, le Parlement qui l'a lu a décidé de le casser, ce testament, c'est-à-dire d'éliminer tous les effets indésirables. Autre élément, les privilèges réservés à certains sujets du royaume. La plupart des privilèges ayant été exercés par les nobles et les clercs. Ceux-ci, en plus des bourgeois des grandes villes, ne payent pas certaines taxes ou impôts, notamment la taille. Dans d'autres circonstances, dans la plupart des cas, ces personnes dont je vous ai parlé sont exemptées soit d'impôts, soit de corvée pour le roi. Et troisième limite, le Parlement, les parlements. Ce sont des cours de justice. Ils sont là pour
exercer la justice au nom du roi. On trouve des cours de justice, une cour de justice par grande ville, à Paris, à Bourges, à Bordeaux, à Lyon, à Rouen et un peu ailleurs. Mais en plus d'être des cours de justice, ces cours sont là pour enregistrer les lois décidées par le roi. Ces parlements ont également le droit de remontrance. Je ne reviens pas sur la définition, nous en avons parlé. Ce droit de remontrance a été progressivement limité, voire aboli, au cours du règne de Louis XIV. À la fin de son règne, les parlements n'avaient plus de droit de remontrance. Après sa mort, comme le roi Louis XV n'était pas en âge de régner, le régent, le duc d'Orléans, a décidé de rétablir ses droits de remontrance. Lorsque le roi deviendra adulte, les parlements vont user et abuser de ces droits de remontrance, ce qui va provoquer des blocages continus parce que toutes les lois seront bloquées et abandonnées. Et enfin, les États généraux. Les États généraux, c'est en fait une assemblée d'élus représentant les trois ordres de la société au sein du royaume. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Ils sont convoqués par le roi en cas de besoin pour lever les impôts ou recevoir les doléances. À la mort de Louis XIV, cela faisait près d'un siècle que les États généraux n'étaient pas convoqués. 1617. Et les États généraux ne seront pas convoqués avant un moment. Ce qui fait que, certes, le roi exerce tous les attributs des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais n'est pas omnipotent. Ça signifie qu'il ne peut pas tout faire. En plus de ça, des esprits et des voix vont s'élever contre le système de l'absolutisme. Ces voix, ce sont celles des philosophes des Lumières. Les Lumières vont diffuser leurs idées à travers tout le royaume grâce à l'imprimerie, dont on a parlé il y a quelque temps. Donc, comme je l'ai dit, ils critiquent la monarchie absolue. La plupart de ces philosophes ne s'opposent pas à la monarchie, ils restent fidèles à la monarchie. Ce qu'ils demandent, c'est qu'elle soit limitée, modérée. Ils demandent par exemple le respect des libertés fondamentales, des libertés individuelles, comme la liberté d'expression. Quelques-uns vont aller plus précisément. Par exemple, Montesquieu. Montesquieu prône la séparation des trois pouvoirs. Exécutif, c'est-à-dire l'application des lois, le législatif, voter et adopter la loi, et le judiciaire, faire respecter la loi. Denis Diderot recommande un gouvernement contractuel, pas d'intervention de Dieu dans les décisions et dans l'application d'un gouvernement. C'est une remise en cause du caractère divin de la monarchie, ce qui a valu à Diderot de se faire arrêter et emprisonner. Et ses écrits ont été censurés. Voilà pour l'aspect politique. Pour l'aspect religieux, la plupart des Lumières prônent une tolérance religieuse, alors que la monarchie persécute les protestants. L'affaire d'Amiens dans les années 1750-1760 a choqué l'esprit de Voltaire.
un petit oubli. Voltaire a voyagé en Angleterre et s'était inspiré dans ses écrits du modèle britannique, du modèle de monarchie britannique. Dans le domaine économique et social, on a un petit différent, mais dans tous les cas, il existe une opposition au colbertisme et au protectionnisme exercé en France. Diderot prône l'égalité entre les hommes et la fin de la propriété privée. C'est le premier pas du socialisme, ce qu'on appellera plus tard le socialisme. Alors que les autres philosophes des Lumières prônent plutôt la libre circulation des biens, des marchandises et des savoir-faire. Donc, un épanouissement des entreprises à l'extérieur du pays. C'est le libéralisme. Cette opposition politique, religieuse, économique et sociale est alimentée par une dégradation des rapports entre le roi et son peuple qui est de plus en plus lettré. Le rapport se dégrade entre le roi et son peuple, d'une part parce que l'image du roi se dégrade, en tout cas celui de Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV, roi de 1715 à 1774. Lorsqu'il commence son règne personnel, à 33 ans, Louis XV disposait d'une très bonne image. Il était aimé, admiré par le peuple. On le surnommait Louis le Bien-Aimé. Mais au fil du temps, son image se dégrade parce qu'on le voyait d'un caractère changeant et surtout très influencé par son entourage et notamment par ses favorites, dont les plus célèbres sont la marquise de Pompadour et la comtesse du Barry à la toute fin. Cette influence des maîtresses alimente aussi la réputation du roi d'être un libertin qui vit surtout de ses plaisirs et non vraiment de l'intérêt général du royaume. L'attentat de Damiens a été un révélateur de ces problèmes de relations et de l'opinion qui s'exprimait. Une opinion qui s'exprimait tout aussi bien contre le roi que contre ses maîtresses. À la fin de sa vie, son image était tellement dégradée qu'en 1774, Louis XV est mort dans l'indifférence populaire. C'était lui. Sans compter que si cette image pouvait se dégrader, c'est que l'opinion était de plus en plus acérée grâce à l'alphabétisation de la population. On pouvait lire les journaux, on lisait les livres, les grands bourgeois étaient devenus de grands lecteurs, et donc des savants, d'une certaine manière. On écrivait des pamphlets, des libelles, ça circulait un petit peu partout. Et parmi ces pamphlets et libelles, on trouvait les poissonnades. Poissonnades en référence au nom de famille de jeune fille de la marquise de Pompadour. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour. Si vous en lisez, vous verrez l'image qu'avait la marquise de Pompadour et à travers elle, le roi. Et tout ceci a été encore plus alimenté par les Lumières et leurs écrits. Et troisième élément incontournable, un problème financier important, des crises financières qui se sont développées et aggravées. Les guerres étaient déjà
extrêmement coûteuse sous le règne de Louis XIV, et comme celui-ci a consacré une part importante de son règne à faire la guerre, le peuple est sorti du règne de Louis XIV épuisé et pratiquement sans un sou. Lorsque Louis XV est devenu adulte, il a passé beaucoup de son temps également à faire la guerre, ce qui a aggravé les finances. Sans compter que cette fois-ci, il n'y avait que très peu de victoires et très peu de gains territoriaux. Il fallait attendre 1766 et 1769 pour que la Lorraine et la Corse, respectivement, intègrent le royaume de France. 1766-1769. Et encore après de lourdes pertes. En conséquence, les dépenses sont encore plus lourdes et on était obligé d'augmenter les impôts et de créer de nouveaux. Notamment le 20e. Un 20e des revenus du royaume devait revenir à l'État. Cet impôt a été créé par le roi, mais les parlements ont exercé leur droit de remontrance. Comme à chaque fois. Chaque tentative de réforme financière, économique ou autre a été bloquée. Je vous l'ai dit au début. Sous Louis XV et également sous Louis XVI. En conséquence, en 1689, du fait de la succession de blocages à cause de la décision des parlements, Louis XVI n'avait pas d'autre choix que de convoquer les États généraux pour le mois de mai 1789. Ça aboutira plus tard à la Révolution de 1789 et à des réformes économiques qui n'ont pas été possibles pendant l'essentiel des règnes de Louis XV et de Louis XVI. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo, pour la fin de la seconde et le début de la première. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la monarchie britannique. Bonne révision.